continue. Les collègues de l'Éthiopie qui vont parler. Daniel Tallard, qui va nous parler de son expérience avec l'Éthiopie. Merci. De chirurgie solidaire. On fait le plus short possible, merci. Après l'Arménie. Merci. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est le fruit de la collaboration de deux chirurgiens en Éthiopie, à l'université de Jima, et de notre association Chirurgie Solidaire, qui a induit la formation et la création d'un diplôme de cœlioscopie dans cette université. Alors, le docteur Gersam Abera est un chirurgien viscéral qui a été formé par nous. Le docteur Amenori est un gynécologue. Bertrand de Rochambeau est notre référent pour la chirurgie cœlioscopique, gynécologique, et moi-même pour la chirurgie digestive. Alors, chirurgie solidaire, en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une doctrine. D'abord, la formation de praticiens sur place, dans des conditions locales. Une méthode, c'est le compagnonnage. Un but, que les praticiens formés deviennent à leur tour les formateurs. Nous en avons une expertise aussi, parce qu'au Mali, la formation d'une équipe à Bamako, il y a 15 ans, avec par la suite l'ouverture d'un centre à l'hôpital du Point G, destiné à l'enseignement de la cœlioscopie pour les chirurgiens d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, le contexte politique a fait que nous ne pouvons plus actuellement nous rendre dans de bonnes conditions de sécurité au Mali, et notre coopération a cessé. Alors, pourquoi l'Éthiopie ? Vous pouvez voir 3 flèches. La première, c'est Gondar, dans le nord du pays. La deuxième, c'est Jima, dans l'ouest du pays. Et enfin, Addis Abeba. Gondar, parce que tout a commencé là, à l'université de Gondar en avril 2014, au Fistula Center, où une association WA internationale a initié la formation, le traitement des prolapsus génitaux par technique autologue avec suspension par voie vaginale, qui a été faite par une équipe de Lyon, Georges Mélier, Stéphane Bretonnès et Bertrand de Rochambeau. Malheureusement, cette formation qui devait déboucher au bout de 2 ans sur un diplôme a été un échec pour des raisons diplomatiques. Et cette formation a ensuite été faite à l'université de Jima, avec la collaboration de l'université de Lyon 1, Chirurgie Solidaire qui a succédé à WA pour le support technologique de cette formation, et les chirurgiens de Lyon, gynécologues de Lyon, ont ensuite formé 2 générations d'étudiants en sur-spécialité de urogynécologie voie basse. Le docteur Demissou Amenoussori, dont je vous ai parlé déjà, a été le premier formé, et maintenant il est le promoteur de cette formation, et les Lyonnais qui vont se rendre sur place n'y vont plus qu'1 fois par an pour s'assurer de la qualité de la formation. Alors, l'hôpital de Jima, donc, pour revenir, nous sommes en 2016. En 2018, l'hôpital de Jima reçoit un don en matériel de cœlioscopie d'une université américaine, mais sans aucune assistance pour la formation, comme c'est souvent le cas avec les Américains. C'est donc vers Chirurgie Solidaire, qui avait déjà beaucoup de contacts dans le pays et ça avait assuré la formation à l'urogynéco, que s'est tourné l'université pour mettre au point des missions pour le personnel soignant, des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmières de bloc opératoire. Parce que la formation de ces 3 types de personnel est incontournable pour la cœlioscopie, compte tenu de la spécificité de l'anesthésie pour la chirurgie cœlioscopique et des problèmes de maintenance de matériel que pose la cœlioscopie, dont le matériel est fragile. Une convention a été signée en 2019 entre Chirurgie Solidaire et Jima University Medical Center, qui a été approuvée par une commission nationale d'évaluation des programmes. La première mission a été une mission d'évaluation. On a déballé un matériel extraordinaire, 2 colonnes complètes de cœlioscopie, 1 colonne d'hystéroscopie, des boîtes entières de matériel. Donc, il a fallu constituer les boîtes, choisir une salle dédiée à la cœlioscopie, suffisamment grande parce que
Il y a énormément de participants à ces sessions de cœlioscopie, évaluer les techniques de stérilisation. Et pour l'anesthésie, il a fallu s'assurer que les patients pouvaient être endormis dans de bonnes conditions de sécurité, comme je vous l'avais dit, compte tenu de la spécificité de ce type d'anesthésie. Le centre médical de l'Université de Jima, c'est 800 lits, 120 lits de chirurgie, 120 lits de gynéco-obstétrique, 5000 interventions chaque année. Et nous avons choisi donc une très grande salle opératoire dédiée uniquement à la laparoscopie. 2 colonnes de cœlioscopie et une d'hystéroscopie. Le programme, il avait été prévu une formation sur 2 ans, de 2020 à 2022, avec 8 missions par an, en alternant digestif et gynécologie. Malheureusement, l'épidémie de Covid et l'instabilité politique avec la guerre du Tigré dans le nord du pays n'ont pas permis de tenir ce rythme et la formation va s'étendre en fait jusqu'à fin 2024 et même début 2025. Alors, quels sont les personnels qui ont été formés? 3 chirurgiens éthiopiens ont été choisis dans chaque spécialité et ont suivi la formation. Par ailleurs, nous avons formé un pool d'anesthésistes et d'infirmières de bloc opératoire avec des instrumentistes et des infirmières circulantes pour se former à la cœlioscopie. Les outils pédagogiques. Avant tout, comme on vous l'a déjà dit ici, Monsieur Choua, le compagnonnage au bloc opératoire avec une autonomisation progressive des chirurgiens locaux. Ensuite, un laparotraîneur extrêmement élaboré qui avait été livré en même temps que les colonnes et qui se trouvait dans un placard avec réalité virtuelle, vision 3D, retour de force. Enfin, c'était un appareil extraordinaire comme je n'en avais même jamais vu en France. Pour l'anesthésie, nous avons apporté du matériel itinérant, que nous appelons itinérant, c'est-à-dire capnomètre et curamètre, qui permettent d'enseigner dans cette spécialité des bonnes pratiques et pour inciter surtout l'hôpital à acheter son propre matériel. Ensuite, nous avons des séances de débriefing après le programme avec possibilité de rediffuser les interventions enregistrées. Et enfin, la formation théorique avec ce manuel qui a été édité il y a une dizaine d'années par notre association, en français d'abord, puis en anglais pour l'Éthiopie, et qui reprend les bases de la cœlioscopie pour les chirurgiens, les anesthésistes et les infirmières de bloc, adaptés aux pays en développement. Alors, le recrutement des patients en Éthiopie ne pose pas de problème. Il existe un système de couverture sociale avec une prise en charge des interventions. Alors, au départ, il y avait un secteur formel et un secteur non formel, on va appeler ça comme ça. Le secteur formel, c'est celui des fonctionnaires, 20% de la population qui, depuis très longtemps, a un système de couverture sociale et peut se soigner dans de bonnes conditions. Et depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics ont décidé d'étendre au secteur non formel, c'est-à-dire les petits artisans, les ouvriers, voilà, tout un pan de la population, 80% de la population, de lui octroyer une couverture sociale à peu près identique à celle qui est chez nous, c'est-à-dire en fonction des revenus, avec des cotisations qui sont très faibles, mais qui permettent aux gens de se soigner dans de bonnes conditions. Le recrutement se fait au travers des consultations de praticiens, mais chose particulière, ça se fait par voie média, c'est-à-dire qu'avant que nous n'arrivions pour une mission, on diffuse à la radio, à la télévision et dans les journaux la nouvelle qu'il va y avoir une session de formation à l'opération cœlioscopique à l'hôpital et les gens viennent pour se faire opérer par cette voie de recrutement. Alors, notre grand regret, c'est que le recrutement d'urgence n'existe pas, pratiquement parce que pour les urgences dans l'hôpital de Jima, il y a un bloc spécifique au niveau des urgences et que les colonnes sont difficiles à déplacer dans de bonnes conditions de sécurité et qu'en outre, il n'y a pas suffisamment actuellement de personnel infirmier formé pour pouvoir opérer à n'importe quelle heure. Alors, c'est extrêmement préjudiciable, d'abord pour la formation et deux pour l'intérêt des populations, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Éthiopie, les grossesses extra-utérines sont toujours traitées par la parotomie. Les missions, elles durent 1 à 2 semaines, elles sont toutes composées au début d'un chirurgien digestif ou gynécologique, comme je vous l'ai dit, d'un médecin ou d'un infirmier anesthésiste et d'une infirmière de bloc opératoire. Alors, en Éthiopie, ça a été assez rapide parce qu'il y a beaucoup de recrutement. Comme les gens ne payent pas leurs interventions, il y a du recrutement.
Assez rapidement, on a formé à la célioscopie un pool d'anesthésistes et 6 infirmières de bloc opératoire. Actuellement, les missions ne comportent donc plus qu'un chirurgien. La chirurgie gynécologique. 7 missions ont eu lieu, 200 procédures. Alors, kyste de l'ovaire, bilan de stérilité, hystéroscopie. 3 chirurgiens ont été formés. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe quand on n'est pas là. Pendant les intermissions, 25 interventions ont eu lieu. Alors, c'est peu, mais il faut savoir que pour pouvoir pratiquer, les chirurgiens attendent qu'on leur donne une attestation ou un certificat de formation. Et donc, ils opèrent assez peu en intermission pour des raisons de sécurité et des raisons d'éthique. Examen d'évaluation pratique et théorique prévu en janvier 2025 c'est-à-dire le début de l'année pour les chirurgiens gynécologiques. Et après ça, ils auront donc un diplôme ou une attestation, on va en parler, leur donnant un peu le feu vert pour pouvoir opérer de façon plus sécurisée pendant notre absence. En chirurgie digestive, 6 missions. Je vous rappelle qu'il y en avait 8 de prévues, mais compte tenu du contexte, on n'est pas arrivé à faire 8 missions de célio et 8 missions de gynéco. Et 100 procédures avec principalement des cholécystectomies, des appendicectomies, colectomie droite, célioscopie exploratrice. 3 chirurgiens ont été formés. Pendant les intermissions, il y a une vingtaine d'interventions qui ont eu lieu. 2 chirurgiens ont passé des tests théoriques et pratiques et ont bénéficié d'une attestation de formation. Ces tests théoriques et pratiques, ça consistait en un questionnaire adapté à partir du diplôme du DU de céliochirurgie que j'ai moi-même passé à Paris. Donc, c'était des QCM. Je les ai transposés pour l'Éthiopie. Et les 3 chirurgiens ont passé des tests théoriques avec succès. Et ensuite, il y avait des épreuves pratiques. Une épreuve pratique au bloc opératoire, c'était une intervention, en l'occurrence une cholécystectomie décomposée et de A à Z par le praticien en présence du chirurgien missionnaire. Seuls 2 chirurgiens ont obtenu ce diplôme, le 3e ayant des problèmes de repérage dans l'espace. Cher Daniel, est-ce que tu peux accélérer un tout petit peu parce qu'il faut qu'on... Oui, je condense, je termine. Alors, quelles sont les difficultés, les problèmes rencontrés? Les problèmes financiers. Il est très difficile d'avoir un budget pour les consommables et l'entretien du matériel. Notre association ne fournit pas de matériel, les consommables coûtent cher et le matériel de célioscopie nécessite un entretien, un renouvellement onéreux. Nous avons fait appel à l'ambassade de France, à Addis Abeba, pour acheter du matériel en France et l'apporter à JIMA dans nos bagages. Mais cette situation est bancale et nous avons demandé aux équipes médicales de faire un projet d'établissement autour de la célioscopie, réunissant les diverses spécialités intéressées, afin d'appuyer la demande de matériel auprès de la direction financière de l'hôpital, de l'université et des bailleurs privés. L'obstacle pédagogique, il s'agit de la reconnaissance des formations reçues par le personnel médical et paramédical, avec à la clé, bien entendu, une gratification financière. L'attestation délivrée à la suite du cursus est utile pour les praticiens éthiopiens et leur permet de pratiquer des interventions de base, mais la validation des acquis ne peut pas être uniquement le fait de chirurgie solidaire. Une caution universitaire est nécessaire, elle est en cours d'élaboration. Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc, c'est l'extension de la formation à d'autres spécialités, pédiatrie, chirurgie urologique, le passage à des procédures plus complexes, l'intégration des urgences dans la pratique quotidienne de la célioscopie, et ça, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup parce qu'on connaît tous l'intérêt de la célioscopie pour les urgences, le renouvellement du matériel et l'autonomisation des opérateurs qui deviendront à leur tour les formateurs. Conclusion, la première étape de la formation à la célioscopie à l'hôpital de JIMA a porté ses fruits, puisque les praticiens formés en anesthésie et en chirurgie ont acquis une certaine autonomie pour les interventions de base. Les infirmiers de bloc sont maintenant tout à fait autonomes. Nous poursuivons dans d'autres pays d'Afrique les formations selon les mêmes méthodes avec des résultats à peu près identiques, au Tchad, comme vous l'avez vu, mais aussi à Madagascar, au Cap-Vert, et avec d'autres demandes en cours d'évaluation. L'ouverture d'une annexe de l'IRCAD à Kigali, tout à fait complémentaire de notre formation, montre que depuis 10 ans, nous avions raison de poursuivre nos missions de formation à la célioscopie. Espérons que les fabricants de matériel célioscopique vont enfin s'intéresser à l'Afrique et au marché potentiel que représente ce continent. Il s'agit d'un enjeu d'avenir pour leur population. Merci. Merci beaucoup, Daniel.